Allez, aujourd'hui on s'attaque à un monument, l'un des langages de programmation les plus connus au monde, Python. Que l'on soit un parfait débutant ou qu'on ait juste besoin d'un petit rafraîchissement, c'est le moment de se concentrer, on plonge dans les bases. Alors la vraie question, c'est celle-ci, est-on prêt à parler le langage des machines? Parce qu'au fond, apprendre à coder, c'est ça. C'est apprendre une toute nouvelle langue pour pouvoir dialoguer avec un ordinateur et lui demander de faire des choses assez incroyables. Et pour ça, Python, c'est vraiment le point de départ idéal pour démarrer la conversation. Ok, c'est parti. Avant même de taper la moindre ligne de code, la première chose à faire, c'est de se demander « Mais au fait, Python, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui le rend si différent, si populaire ?» D'abord, il faut savoir que Python est un langage dit interprété. Ça veut dire que la machine le lit et l'exécute ligne par ligne, tranquillement. Mais sa vraie force, sa magie, c'est sa simplicité. Le code est tellement clair qu'il se lit presque comme une phrase en anglais. Et c'est justement cette facilité de lecture qui le rend ultra polyvalent. On le retrouve partout, pour faire des sites web, pour entraîner des intelligences artificielles, ou même pour analyser des téraoctets de données. Bon, à un programme informatique, son boulot de base, c'est de manipuler de l'information. Logique. Mais avant de pouvoir la manipuler, il faut bien la ranger quelque part, non? Et c'est là qu'intervient le concept le plus fondamental de toute la programmation. Et ce fameux concept, c'est la variable. L'image la plus simple, c'est celle d'une boîte. On prend une boîte, on colle une étiquette dessus, par exemple âge, et hop, à l'intérieur, on y met une valeur comme le chiffre 17. C'est tout. Une variable, ce n'est rien de plus qu'un nom qu'on donne à un tiroir dans la mémoire de l'ordinateur. Évidemment, toutes nos boîtes ne vont pas contenir le même type de choses. Si on veut y mettre des nombres entiers, sans virgule, genre 10, 42 ou même un nombre négatif comme -5, eh bien on utilise le type de données int pour integer, qui veut dire entier en anglais. C'est la base de tout ce qui se compte. D'accord, mais si on a besoin d'une virgule, par exemple pour le fameux nombre pi, 3,14, ou pour le prix d'un produit, là on change de type et on passe au float. Le nom vient de nombre à virgule flottante, un terme un peu technique, mais il faut juste retenir que c'est ce qui nous garantit la précision pour tous les calculs qui en ont besoin. Et pour le texte alors, un nom, un message, une adresse, comment on stocke ça? Facile, on utilise le type string, qui est le diminutif de string ou chaîne de caractères en français. La règle d'or est simple. Tout ce qui est placé entre des guillemets, pour Python, c'est du texte. Point final. Allez, le dernier type de base. Mais attention, c'est peut-être le plus crucial de tous. C'est le booléen, qu'on appelle bool. Lui, il est ultra simple. Il n'a que deux valeurs possibles. Vrai, qu'on écrit true, ou faux, false. C'est tout. Ça a l'air de rien, mais c'est le cœur du réacteur de toute la logique informatique. C'est grâce à ça qu'un programme peut commencer à raisonner. Donc, si on récapitule, on a nos 4 fantastiques. Int pour les entiers, float pour les nombres à virgule, str pour le texte et bool pour le vrai ou le faux. Et le truc dingue, c'est qu'avec juste ces 4 briques de base, on peut déjà représenter quasiment n'importe quelle information du monde réel. Bon, c'est bien beau de ranger des données dans des boîtes, mais le but du jeu, c'est quand même de s'en servir. Alors maintenant, on va voir comment notre programme peut commencer à communiquer avec nous et bien sûr à faire des opérations. Pour le dialogue, il y a 2 commandes à connaître par cœur. D'un côté, on a print, c'est le mégaphone du programme, ça lui permet de nous afficher des messages à l'écran. De l'autre côté, on a input, ça c'est son micro, le programme se met en pause, il nous écoute et il attend qu'on écrive quelque chose au clavier. C'est vraiment la conversation de base entre l'humain et la machine. Passons au calcul. Et là, attention, petite alerte sur un détail qui piège souvent au début, la division. Si on utilise une seule barre oblique, par exemple 7 divisé par 2, c'est la division classique, celle de la calculatrice. On obtient un résultat précis, 3,5. Mais si on met une double barre, là c'est la division entière. On demande à Python combien de fois complète je peux mettre 2 dans 7. La réponse c'est 3. Le reste, on s'en moque, on le jette. C'est crucial de bien comprendre cette nuance. Jusqu'ici, notre programme est un peu bête et méchant. Il exécute les instructions dans l'ordre et c'est tout. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est quand il commence à réfléchir, à s'adapter, à faire des choix et à répéter des actions. On entre dans le cœur de la logique. Et pour qu'il puisse choisir, on utilise les conditions. C'est super intuitif, on commence avec if qui veut dire si. Si cette condition est vraie, alors fais ça. On peut ensuite ajouter un elif pour sinon si. Ah, mais si la première condition était fausse, alors vérifie plutôt celle-ci. Et enfin, on a le else, la sortie de secours. Bon, si rien de tout ça n'a fonctionné, alors par défaut, fais cette dernière chose. C'est un simple arbre de décision. Et pour répéter des tâches, bah oui, un ordinateur c'est fait pour ça. On utilise les boucles. La première, c'est la boucle while qui veut dire tant que. Le principe est simple, elle répète un bloc de code tant qu'une certaine condition reste vraie. C'est comme dire, tant que le réservoir n'est pas plein, continue de verser de l'eau. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais on connaît la condition d'arrêt. L'autre grande star des boucles, c'est la boucle for. Elle, on l'utilise quand on sait précisément à l'avance combien de fois on veut faire quelque chose.
Par exemple, si on écrit for I in range 5, c'est comme dire à Python « Écoute, fais-moi ce qui suit exactement 5 fois. Pas une de plus, pas une de moins. » Alors regardons comment ça se passe en coulisses. Et là, attention, c'est la règle d'or en informatique à retenir absolument. On commence toujours à compter à partir de 0. Donc pour le tout premier tour de boucle, notre variable i ne vaut pas 1, mais bien 0. Le code s'exécute une première fois. Ensuite, la machine continue. I passe à 1, le code s'exécute. Puis I passe à 2, exécution. Pareil pour 3 et enfin pour 4. Et là, stop. On a bien fait nos 5 tours. 0, 1, 2, 3 et 4. Le compte est bon, la boucle est terminée. Ce mécanisme, on le retrouve absolument partout. Parfait. On a fait un bon bout de chemin. On sait stocker des infos, interagir, prendre des décisions, répéter des actions. Maintenant, la dernière étape, c'est comment on organise tout ce bazar pour que ça ne devienne pas un plat de spaghettis complètement illisible. On se souvient de notre boîte, la variable. Bien. Imaginez maintenant qu'on ait plein de boîtes du même genre à ranger. Une série de notes d'élèves, par exemple. C'est là qu'intervient la liste. C'est tout simplement une super boîte, une sorte d'étagère qui peut contenir plusieurs valeurs, bien alignées dans l'ordre. Et ce qui est génial, c'est que c'est super flexible. On peut ajouter un élément, en enlever un autre. C'est vraiment l'outil de rangement numéro 1. Et pour finir, le concept ultime d'organisation, la fonction. L'image parfaite, c'est la recette de cuisine. D'abord, on la définit, on lui donne un nom, on écrit les instructions. Ensuite, on peut l'appeler quand on veut, en lui passant juste les ingrédients nécessaires, et à la fin, elle nous retourne le résultat, le plat tout prêt. C'est le secret absolu pour avoir un code propre, efficace et qui ne se répète pas. Et voilà, le tour est joué. Variables, types, conditions, boucles, listes et fonctions. Ça peut paraître beaucoup, mais il ne faut surtout pas sous-estimer la puissance de ces outils. Ce sont les fondations. Avec ça, et rien qu'avec ça, on a tout ce qu'il faut pour commencer à bâtir des programmes logiques qui tiennent la route. La question maintenant est de savoir ce qui va être construit avec ces nouveaux outils. Une petite calculatrice pour s'entraîner? Un jeu où il faut deviner un nombre? Ou juste le programme le plus simple du monde qui dit bonjour? Quelle sera la première idée à transformer en code? L'aventure ne fait que commencer. Merci beaucoup d'avoir suivi.